Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous retrouver pour ce troisième épisode de ma conversation avec Amos Reichmann. Amos Reichmann, bonjour. Conversation à l'intérieur de ce supplément, de ce BADA que nous avons intitulé « Si c'est pour la culture, on l'a déjà donné » et conversation dont le sujet est un éditeur majeur, l'homme qui a inventé la Pléiade, Jacques Chiffrin. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que la Pléiade, à l'origine, n'était pas la Pléiade, c'est-à-dire qu'elle n'avait ni le format, ni le papier, ni l'ambition qui est devenue la sienne, qu'elle était une édition illustrée qui était principalement consacrée à faire connaître les auteurs russes au public français dans des conditions plus accessibles que d'habitude. Mais à quel moment est-ce que la Pléiade est dérussifiée, si j'ose dire ? Bon, dès la première Pléiade, il y a une part de dérussification avec une volonté également de faire connaître certains auteurs français. Donc il y a de premiers textes de Baudelaire qui paraissent dans cette première Pléiade, mais qui ne correspondent toujours pas à la bibliothèque, collection de la Pléiade que nous connaissons aujourd'hui. Ça reste des œuvres, avec des illustrations, notamment d'artistes russes. Et ce n'est que en 1933, sauf erreur de ma part, ou en 1931, que paraît le premier exemplaire de la bibliothèque de la Pléiade, avec Baudelaire, justement, mais cette fois-ci en Pléiade telle que nous la connaissons, avec une idée, en fait, qui est très révolutionnaire, novatrice, qui est de mettre dans un livre qui peut tenir dans une poche l'ensemble de l'œuvre littéraire d'un auteur considéré comme monument de la littérature, non seulement française, mais internationale. Et donc, il y a cette volonté de créer une sorte de bibliothèque rêvée, où on pourrait retrouver les plus grands et les avoir à portée de main. Cela correspond à l'époque, avec des gens qui se déplacent et donc qui ont besoin d'avoir en main, dans le cadre de leur déplacement, ces grands textes. Et ça correspond également à l'émergence d'une bourgeoisie intellectuelle qui vit dans des appartements avec une taille qui n'est plus aussi grande que celle potentiellement de vastes demeures, et donc où il faut pouvoir ranger les livres, et donc les Pléiades se rangent aisément dans des bibliothèques d'appartements. Est-ce que l'appareil critique, qui a aujourd'hui une si grande importance dans l'édition de la Pléiade, est déjà présent à l'origine ? Alors, au commencement, non, il n'y a pas un appareil critique aussi fourni, développé que celui qu'on connaîtra et qui se développera ensuite. En premier lieu, la Pléiade, si vous voulez, ça n'est pas perçu comme une édition, bon, peut-être que le mot est un peu galvaudé, mais de luxe comme c'est aujourd'hui, avec tout un travail critique. C'est davantage dans la tête et dans l'esprit de Jacques Chiffrin, l'idée d'une collection au prix finalement assez peu onéreux qui permettra au plus grand nombre d'avoir accès aux plus belles œuvres de l'esprit. Oui, la première Pléiade, c'est un livre de poche. Somme toute. C'est un livre de poche avec ce que ça suppose aussi du prix. Là, maintenant, l'intérieur de la poche est doublé en soie, mais au départ, c'est conçu comme un livre de poche. Comment progresse cette version qui deviendra la version définitive de la Pléiade, je veux dire avec quels auteurs et avec quel accueil des commentateurs et du public ? Alors, l'accueil est extrêmement enthousiaste, est extrêmement bon. C'est une collection qui est saluée. On reconnaît le talent, le goût de Jacques Chiffrin, à la fois sur cette idée de lancer cette collection, à la fois dans le choix de ses œuvres, mais la réalité économique est ce qu'elle est, les difficultés sont là, ce qui va entraîner en 1933 le rachat de la Pléiade par Gallimard, comme nous l'évoquions la dernière fois, avec cette idée extrêmement judicieuse finalement de Gallimard, qui s'impose progressivement comme la principale maison d'édition française et qui se dit qu'elle a là une opportunité magnifique, avec la possibilité que certains auteurs qu'elle publie dans les collections autres puissent à terme être pléiadisés, avec une sorte de cercle vertueux qui pourra se développer. Au fond, Gaston Gallimard comprend qu'il peut se créer sa petite Académie française à lui. Exactement. En faisant fi des règles de l'Académie française et même en y accueillant des étrangers. C'est la crise économique qui pousse Jacques Chiffrin à céder à Gallimard la propriété, mais il en reste le concepteur
est l'animateur jusqu'au moment où la France est envahie et où les Allemands font, d'ailleurs avant même que Vichy ne le reprenne à son compte, les lois racistes des Allemands, Gaston Gallimard s'inquiète de conserver un personnage aussi important dans sa maison d'édition qui est juif. Alors, Jacques Chiffrine n'est plus propriétaire des éditions de la Pléiade, il est directeur de collection, salarié de Gallimard, et cela dure du moment du rachat en 1933 au 5 novembre 1940, donc après le déclenchement de la guerre, après la défaite française, après l'édiction de premières lois antisémites par Vichy, mais qui ne concernent pas spécifiquement l'édition, 5 novembre 1940, où Gaston Gallimard envoie une lettre à Jacques Chiffrine de licenciement. Ce qu'il y a en arrière-fond, c'est des demandes expresses des Allemands qui occupent Paris et qui disent à Gallimard, si vous voulez continuer de travailler, si vous voulez continuer de disposer du papier, vous allez répondre à certaines exigences, parmi lesquelles il y a la demande de mettre Pierre Drieux-La Rochelle, pour le coup antisémite notoire, assumé, fier de l'être, à la tête de la Nouvelle Revue Française. Il y a également comme demande le licenciement de l'ensemble des Juifs qui travaillent alors chez Gallimard. Gallimard répondra favorablement à ces demandes, ce qui lui permettra de continuer à publier, y compris parfois d'auteurs critiques de la collaboration. Néanmoins, ce faisant, il met fin à la vie d'éditeur de Jacques Chiffrine, ce qui, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, de l'invasion de la France par l'Allemagne nazie, met quelque part fin à la possibilité d'une vie française pour Jacques Chiffrine. Oui, Jacques Chiffrine est dépossédé, il trouve refuge dans différents endroits de France, finalement sur la Côte d'Azur à Saint-Tropez. Il n'est pas tout à fait une villégiature à ce moment-là. Et puis, grâce à André Gide, vous l'avez dit dans notre précédente conversation, grâce à André Gide, il peut avoir, pour lui, pour sa famille, c'est-à-dire sa deuxième femme et son fils André, il peut avoir les billets nécessaires au passage par bateau de l'Espagne, de Marseille. De Marseille, d'abord en Espagne, non, au Maroc. L'idée est qu'il y a un bateau qui est censé aller de Marseille à New York. Ce bateau, pour des tas de raisons, va rester en rade à Casablanca. Et donc, de nouveau à Casablanca, il va devoir repartir, tout recommencer pour finalement trouver un navire qui, cette fois-ci, allait pouvoir faire cette traversée extrêmement douloureuse, à fond de cale, avec des centaines d'Européens, pour la plupart juifs, entassés les uns sur les autres, mais qui finira par arriver à bon port, à New York, où il va pouvoir une nouvelle fois, puisque comme nous l'avions déjà dit, il est déjà une première fois exilé, où il va une nouvelle fois refaire sa vie dans un pays dont il ne maîtrise pas la langue, dont il ne maîtrise pas les codes, et dans lequel il n'a pas d'amis finalement, où il va tout devoir construire, alors qu'il est déjà âgé de près de 50 ans. Et une nouvelle fois, il va devenir éditeur, et une nouvelle fois, il va devenir un éditeur considérable, un éditeur de très grande importance aux États-Unis. Quel est le chemin qu'il suit et qui sont ceux qui le soutiennent dans ce chemin? L'arrivée à New York est extrêmement difficile. Jacques Chiffrine est éprouvé, profondément éprouvé. Il a vécu une déchirure parce que... Pas seulement éprouvé physiquement, il est éprouvé par le sentiment partagé par d'autres intellectuels qui ont conduit certains au suicide, qui est que quelque chose de l'humanité est en train de se perdre et que le mal a atteint une sorte d'absolu ineffaçable. Il est éprouvé existentiellement. Et il souffre à son arrivée à New York, c'en est trop. C'est trop lourd d'avoir dû tout quitter, d'avoir perdu tout ce qu'il avait construit et de constater que son monde, que le monde est en train de s'effondrer. Alors, des gens vont lui permettre finalement de trouver comme ça ce second souffle. En premier lieu, sa femme va beaucoup l'aider. Dans un premier temps, c'est elle qui travaille. C'est elle qui permet à la famille, donc à Jacques Chiffrine, à sa femme qui s'appelle Simone, et à leur fils André, de pouvoir manger, tout simplement. Elle se lance dans de la création, elle est modiste.
elle fait des broches, elle fait des bijoux, elle travaille sur des vêtements et ça va fonctionner. Et lui, en fait, il l'aide. Donc il travaille comme artisan bijoutier. Lui était à la tête de la Pléiade, il arrive à New York, il aide sa femme. Ensuite, Jacques Chiffrine n'est pas seul là-dedans. C'est une histoire qui, j'allais dire, qui touche l'ensemble de l'humanité, qui touche en tout cas l'ensemble de l'Europe. Et il n'est pas le seul à avoir dû tout quitter et tout recommencer. Et ça n'est pas le seul à s'être rendu aux États-Unis, et plus précisément à New York, eu égard à ce que cette ville représentait, signifiait et était. Et il va notamment rencontrer un éditeur allemand qui s'appelle Kurt Wolff, qui était notamment connu pour avoir été l'éditeur allemand de Franz Kafka. Et lui aussi a dû partir aux États-Unis, où il a réussi à fonder une nouvelle maison d'édition au début de la Seconde Guerre mondiale qui s'appelle Pantheon Books, avec cette idée de faire passer la culture européenne, cette fois-ci, aux États-Unis d'Amérique. Et Jacques Chiffrine va s'associer avec Kurt Wolff, va rejoindre Pantheon Books. Dans un premier temps, Chiffrine, il essaye de faire une maison d'édition qui s'appelle Jacques Chiffrine & Co. Aux États-Unis, avec l'ambition de pouvoir publier des auteurs français, parce qu'il y a beaucoup de Français aux États-Unis à ce moment-là, et de leur donner à lire dans leur propre langue, en français, des textes. Ça ne va pas fonctionner parce qu'il n'y arrive pas tout seul. Et donc, il va rejoindre Kurt Wolff. Il va devenir des principaux animateurs aux côtés de Kurt Wolff de Pantheon Books. Il va avoir une collection qui lui est propre, The French Pantheon Books. Et là où il va avoir un nouveau soutien finalement, c'est certains de ses vieux amis restés de l'autre côté de l'océan qui lui resteront fidèles. Et je pense notamment à André Gide qui va lui envoyer des textes et qui va lui envoyer des textes en français que Jacques Chiffrine va publier en français pour la communauté francophone présente à New York. Mais ça concerne des dizaines de milliers de personnes quand même à l'époque. Et tout de suite, ça va lui donner une épaisseur. Il va avoir des textes à donner, une nouvelle reconnaissance et donc il va repartir. Et il publie d'autres auteurs français. Il a publié notamment la traduction de l'étranger, si je ne me trompe. Il va publier après-guerre, en 45-46, la traduction de l'étranger. Publié originellement chez Gallimard. Il va également publier, pendant la guerre, et c'était extrêmement important pour lui, des auteurs de la Résistance. Il va publier Vercors, il va publier Kessel. Et donc, il permet également aux Américains, aux États-Unis, de voir qu'il y a quand même d'autres voix en France. Et ça va être extrêmement important, marquant. À New York, il est membre d'une association gaulliste, Forever Friends. Et donc, il publie également ces textes-là. Et plus largement, avec Kurt Wolff, il publie des auteurs allemands, bref, cette culture européenne. Et donc, il y a cette idée toujours, quand il est à Paris, il fait passer la culture russe en France. Quand il est aux États-Unis, il fait passer la culture française, européenne, de l'épaisseur, de la complexité dans ces États-Unis, de la rectitude, finalement, avec une autre conception, disons, de la vie. Et ça, c'est une constante. Il redevient éditeur. Il a toujours été éditeur. Il redevient passeur. Il a toujours été passeur. Pantheon Books, c'est un succès commercial. Ça l'est encore aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il a fait une deuxième fois ses preuves comme éditeur. La Libération est arrivée et l'idée de revenir en France le taraude, on peut dire, mais d'une manière un peu en dents de scie et plus ou moins liée à l'accueil que ses amis en France font à cette idée. C'est la partie du livre qui s'intitule « Trop tard ». Quand la guerre est terminée, quand Paris est libéré, que les nazis ne sont plus en France, Jacques Chiffrine peut, s'il le souhaite, revenir en France et il pourrait y vivre sans risque pour sa vie. La guerre est terminée. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas, et donc là, ça ouvre une sorte de question vertigineuse. Pourquoi, alors qu'il peut rentrer, il ne le fait pas? Il est fatigué, sa santé est affaiblie, il souffre d'un emphysème, il a des problèmes respiratoires. Il a retrouvé un travail, retrouvé une vie sociale à Pantheon Books, et il comprend que s'il revenait en France, ce serait assez compliqué. Une nouvelle génération est arrivée, il y a de nouveaux éditeurs qui courent un petit peu partout, qui ont d'ailleurs, et c'est assez paradoxal et intéressant, des fonctionnements qu'on pourrait qualifier d'américains, alors que lui essaye de faire passer sa façon de travailler européenne aux États-Unis.
plus fondamentalement, je pense que s'il ne rentre pas, c'est que presque intimement, il ne le peut pas. Il y a quelque chose de brisé, il y a quelque chose de cassé qui l'empêche de faire ce voyage, qui l'empêche de retrouver ce pays et ce monde définitivement disparu, mais pas disparu par accident, disparu par la volonté des hommes et également dans des circonstances qui, lui, l'ont mené à partir sur des décisions extrêmement fortes à la suite d'événements historiques qui ont impliqué la France comme pays et qui ont impliqué les personnes avec qui il était amené à travailler. Donc lui ne rentrera jamais en France, il va mourir sans jamais rentrer en France. En revanche, d'une façon assez belle et touchante, je trouve, il va envoyer son fils âgé de 14 ans, en 1949, pour se rendre en France et rendre visite à ses vieux amis, André Gide, Roger Martin du Gard, rencontrer également Gaston Gallimard, rencontrer une partie de sa famille restée en France. La rencontre avec Gaston Gallimard a dû être problématique. Et en tout cas, qu'est-ce qu'on sait de l'attitude des Gallimard à l'égard de Jacques Chiffrin après le licenciement qu'il lui avait fait subir en 1940 ? Alors, il y a pour le coup une correspondance qui existe à laquelle j'ai eu accès. Et donc, Raymond, le frère de Gaston, écrit à Jacques Chiffrin pour lui dire « Mais vous êtes le bienvenu, une place vous attend ». Donc, il y a une ouverture réelle, mais dans sa correspondance, que ce soit avec Gide ou avec Roger Martin du Gard, Chiffrin comprend que il n'aurait plus la même place, il n'aurait plus la même position et que les temps ont changé. Jacques Chiffrin va proposer aux Gallimard des systèmes, par exemple pouvoir faire éditer et poursuivre la Pléiade aux États-Unis sous sa direction. Les Gallimard vont refuser. Donc il y a beaucoup d'occasions manquées, disons-le, mais je pense que derrière ces occasions manquées, il y a quand même une impossibilité pour Chiffrin de revenir, a fortiori dès lors qu'il ressent de la part des Gallimard cette idée qu'en fait la guerre était un mauvais moment, une parenthèse qui était passée, alors que pour Jacques Chiffrin c'était bien plus fort. Il y a également des enjeux financiers derrière. Il y a des lettres où Jacques Chiffrin demande, parce que il y a eu en 1933 un contrat qui a été signé entre Chiffrin et Gallimard au moment de la cession, avec un certain nombre de droits auxquels il avait justement droit, et il considère à la fin de sa vie qu'il n'a pas bénéficié des sommes qui étaient attendues au titre de la Pléiade. Il reçoit des versements de la part de Gallimard qu'il considère insuffisants. Gallimard lui répond, et finalement il va décéder avant que cette question ne soit réglée. Il meurt en 1950. Vous n'étiez pas parti pour travailler sur Jacques Chiffrin, vous me l'avez fait découvrir. Je ne l'associais le nom de Chiffrin qu'à celui du musicien argentin qui a fait des musiques de feuilletons de télévision, qui d'ailleurs ne s'écrit pas de la même manière. Et vous-même, donc, amené par le hasard de vos recherches sur les exilés français aux États-Unis pendant la guerre, vous avez passé beaucoup de temps avec Chiffrin, vous avez connu sa famille, vous avez déchiffré sa correspondance, une partie en tout cas de sa correspondance. Et à la fin, comment considérez-vous cet homme et quelle place lui donnez-vous ? Quelle place à la fois dans votre propre vie et en même temps dans l'histoire culturelle française. Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire. Écoutez, dans ma vie, une place assez singulière, puisque et je trouve que c'est passionnant d'avoir cette occasion de pouvoir fréquenter quelqu'un avec qui vous n'avez pas d'attache immédiate, qui est décédé lointainement pendant plusieurs années, parce que il y a eu un temps de la recherche pendant 1 an, puis l'écriture du livre qui est d'abord sorti aux États-Unis, puis ensuite en France. Donc une sorte de communication avec quelqu'un de disparu, ça compte dans une vie et ça forge comme ça donne un certain recul par rapport à l'agitation, par rapport aux rencontres contemporaines également, il faut pouvoir le dire. Après, quelle place il a dans la vie intellectuelle et culturelle française, elle est fondamentale. La Pléiade, le président de la République sur sa photographie, disons officielle, a 2 Pléiades ou 3 Pléiades d'ailleurs, je crois qu'il a Stendhal, Gide et le général de Gaulle sur sa table. C'est dire à quel point la Pléiade fait partie de l'identité française et partie de notre culture. Donc, il a un rôle fondamental, il a un rôle inconnu, et après,
ça dit aussi quelque chose, je trouve, et c'est ça, moi, peut-être qui m'a le plus touché, du rapport que nous autres pauvres humains avons à la grande histoire, aux conséquences de l'histoire, et comment l'histoire peut littéralement transformer, bouleverser, balayer les vies, avec cette idée d'un monde à la fois très triste et très beau, finalement. Parce qu'il y a énormément de tristesse dans cette vie qui est arrachée spatialement, où le temps passe, mais les lieux s'en vont, et souvent dans la violence. Et en même temps, il y a une grande beauté, une grande force dans la création, dans l'invention, dans le partage, dans la transmission, par les livres. Et donc voilà, c'est ces deux, à la fois beauté et tristesse, qui me semblent caractériser cette vie. Amos Reichmann, vous avez dit que votre livre a été traduit, a été d'abord publié aux États-Unis puis ensuite en France. Est-ce qu'on fait une comparaison entre l'accueil qui a été réservé à ce livre dans ces deux pays? Je ne sais pas si le livre aurait été publié en France sans la publication en premier lieu aux États-Unis, aux presses universitaires de Columbia, avec une préface de Robert Paxton. Le livre a été globalement bien accueilli aux États-Unis. J'ai pu me rendre à plusieurs événements là-bas, mais là où il a le plus fait parler finalement, c'est en France, où il a été publié par Maurice Hollander dans la librairie du 21e siècle. Et là, finalement, il a contribué, à créer. Alors parfois autour de cette question très spécifique de la responsabilité de Gallimard pendant la Seconde Guerre mondiale, mais peut-être aussi et surtout sur cette question de qu'est-ce que la Pléiade, parce que je pense que beaucoup en France ont des Pléiades chez eux, mais ne savent pas forcément d'où elles viennent. Et c'est important de savoir ce qui se cache derrière les livres, pas forcément derrière un livre spécifique, mais derrière des collections dont la familiarité peut parfois être plus étrange qu'elle n'y paraît à première vue. Amos Reichmann, merci pour ces 3 entretiens. Je rappelle le titre de votre livre, Jacques Chiffrin, un éditeur en exil, publié aux éditions du Seuil dans la collection de la librairie du 21e siècle. Je remercie Philippe Meyer, avec qui cette émission a été préparée. Alors je vais faire une mise au point, je la répéterai 3 fois, probablement ça sera insuffisant, mais il se trouve que cette chose était fortement improbable, sans doute aussi improbable que de gagner à la loterie nationale. Il se trouve que lorsque nous avons lancé un filet pour recruter un nouveau assistant, comme nous le faisons chaque année, celui qui a émergé du lot s'appelle Philippe Meyer, et par conséquent, je remercierai chaque semaine, pour chacun de ces badages, je remercierai Philippe Meyer, et je suppose que jusqu'à la fin, quelques lazzi, cela me vaudra quelques lazzi de la part de ceux qui penseront que j'ai décidément la tête plus large que le chapeau. Mais je remercie Philippe Meyer, avec qui cette émission a été préparée. Je remercie Adrien Beccaria, qui l'a enregistré pour le studio de l'Arrière-Boutique, et je remercie Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui le produisent. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau bada de notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné.